Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19h45 de ITV, c'est l'heure des informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. On craignait davantage d'eau dans le gaz des relations entre l'État et les travailleurs de la Sénégalaise des eaux. Ces derniers ont mis la pédale douce en décidant la suspension de la grève qui a commencé la semaine dernière. En fait, il semble qu'il y ait eu un compromis entre les deux parties dont le bras de fer a atteint ce week-end un point culminant avec la réquisition totale. Les enseignants et les professeurs d'université ne décolèrent pas contre l'État qui a cautionné l'emprisonnement de leur collègue Babacar Diop à la suite d'une manifestation contre l'application et la hausse de l'électricité au Sénégal. De notre côté, les étudiants ont mis ce matin la pauvre avenue Cheikh Anta Diop sens dessus-dessous. Nos créatures finissent toujours par nous échapper. Tim Berners-Lee, le créateur du web, a laissé entendre un immense scepticisme au sujet des réseaux sociaux. D'autres plus radicaux les ont qualifiés de dépotoirs. En fait, il y a du bon comme il y a du mauvais dans cette société. Au demeurant, l'invité du lundi vient nous apporter sa lumière sur ce sujet et sur les médias sociaux dont on ne peut se passer mais qu'il faut utiliser parcimonieusement. Dans un petit instant, le développement. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux ont donc décidé d'arrêter momentanément la grève qu'ils ont engagée depuis quelques jours. L'intersyndicale des agents a entériné la décision en assemblée générale et à la suite de négociations qui sont d'ailleurs en cours avec le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, réagissant à la réquisition complète décidée par le chef de l'État ce week-end. Les employés de la SDE ont décidé de la respecter, bien que la qualifiant d'illégale, et n'écarte pas de saisir les juridictions nationales comme internationales. Voici à ce propos le sujet d'Abdourahmane Ly et Cheikhouna Gueye. La SDE enterre momentanément la hache de guerre et continue les négociations, une méthode qu'ils ont adoptée suite à la réquisition du chef de l'État qu'ils comptent respecter. Ce que nous avons retenu, même avec l'Assemblée générale, c'est que nous allons suspendre le mot d'ordre de grève. Suspendre le mot d'ordre de grève et continuer à négocier. L'ensemble des centrales syndicales ont dit qu'ils vont accompagner cette négociation. Ils vont aller vers le président de la République pour que l'on trouve des solutions définitives à cette question. Une suspension du mot d'ordre de grève qui appelle un autre combat, l'abrogation du décret présidentiel qui est illégal à leurs yeux. Aujourd'hui, la bataille continue parce que nous avons le soutien de l'ensemble des centrales syndicales du Sénégal pour que ce décret-là sorte, qu'il soit abrogé. Sinon, nous allons continuer la bataille jusqu'à l'OIT pour porter plainte contre l'État du Sénégal pour violation de sa constitution et violation des conventions internationales qu'il a signées. Les négociations se poursuivent tant bien que mal. Le ministre de tutelle leur propose 7% alors qu'ils en réclament 10%. Une proposition que ceux-ci pourraient accepter si l'on s'en tient aux explications de leur coordonnateur. Vous saviez, notre combat c'était 10%, 15%, on est descendu à 10%. Aujourd'hui, les 10%, si elles sont incompressibles, notre bataille c'est de prendre le maximum qu'on peut prendre là-dessus. Nous avons proposé hier que les travailleurs de SDE font environ 1200. Les travailleurs de la SONES et de l'ONAS font environ moins de 400. Si on applique un système équilibré de distribution des 10%, les règles entre 7, 5 et 8% sont acceptables. Ce qui est sûr est que ces syndicalistes sont une nouvelle fois conviés à la table des négociations
pour se pencher sur la proposition du ministre. Les nerfs sont chauffés à blanc et les fronts semblent omnidirectionnels. Le syndicat de l'enseignement supérieur en grève de 24 heures pour s'offusquer de l'emprisonnement du docteur Babacar Diop. Un collègue à eux, le SAES, demande notamment sa libération immédiate ainsi que ses amis d'infortune qui avaient battu le pavé contre la hausse des coûts de l'électricité qui ont été donc revus à la hausse. Les professeurs sont estomaqués par ce qu'ils appellent le traitement dégradant infligé à leur collègue Babacar Diop. Nous allons entendre en cela la colère du chef du département de philosophie qui est ici au micro de Tidiane Cissé. Le combat que menait notre collègue, le professeur Babacar Diop, ce n'est pas un combat à départir de façon exclusive de notre statut d'enseignant et d'universitaire. Babacar Diop et ses camarades co-détenus ne faisaient rien d'autre que défendre l'intérêt du peuple sénégalais, en allant dénoncer la hausse du prix de l'électricité que nous ne comprenons pas. Parce qu'il n'y a pas moins de 3 ans, on nous disait que la Sénélec est une société prospère qui vendait même de l'électricité à l'étranger. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est déficité de plusieurs centaines de milliards et qu'on doit répercuter ça sur le dos du citoyen lambda. Une fois encore, nous ne faisons que marquer notre stupeur et notre colère et notre indignation devant cette arrestation et cette maltraitance. Je pèse bien mes mots. Je considère que c'est de la maltraitance et une volonté délibérée de casser des gens qui s'activent pour la dignité du citoyen sénégalais. Ça va dans tous les sens à l'UCAD. Les étudiants de l'université de Dakar ont à nouveau pris pour cible la malheureuse avenue Cheikh Anta Diop qu'ils ont rendue ce matin inaccessible et hors service pour les nombreux automobilistes de la capitale. Les étudiants ne décolèrent pas face au retard des bourses et à l'embastillement de Guy Marius Sagna, un petit mélange des genres que nos reporters Ibrahima Kamara ainsi que Moussa Kamara ont cherché à comprendre. Les étudiants encore dans la rue pour une énième fois à cause du retard du paiement des bourses. La grève est toute simple. Nous exigeons le paiement immédiat des allocutions d'études de tous les étudiants du Sénégal. L'heure est grave. Vous n'êtes pas sans savoir que l'étudiant n'a que sa bourse pour survenir à ses besoins. Je ne dis pas exister, mais pour pouvoir tenir encore à la vie. Les conditions de vie sont très difficiles ici à l'université Cheikh Anta Diop et dans la vie en général. Donc ce que nous nous demandons, c'est le paiement immédiat sans délai de toutes les bourses, de toutes les allocations d'études des étudiants du Sénégal. Sinon, nous allons dérouler notre plan d'action jusqu'à obtention de gain de cause. Des échauffourées habituelles entre étudiants et forces de l'ordre. À quelques heures de la tenue du point de presse du SAES et du Sud-Est, qui soutiennent leur camarade enseignant Babacar Diop. Les étudiants, eux, ignorent pour le moment cet autre combat. Ça ne nous concerne pas. Nous, notre seul combat, c'est les bourses des étudiants. Le professeur Babacar Diop, ça ne nous concerne pas. Guy Marius Sagna, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas l'objet de notre combat. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui descendues sur la ligne de front sont descendues uniquement pour la bourse. Il n'y a pas de professeur Babacar Diop, il n'y a pas de Guy Marius Sagna. Ce n'est pas notre combat. Le paiement des bourses, une question de survie, nous confie le porte-parole des étudiants de l'UCAD. Il y a aussi ce soir l'inquiétude des patrons de presse audiovisuelle. Les professionnels discutent autour de la transition numérique. On verra dans le sujet qui va suivre tout à l'heure que les patrons de groupes de presse s'inquiètent beaucoup du basculement vers le numérique qui n'est pas toujours effectif. La rencontre a été dirigée ce matin par le ministre de tutelle. On regarde le sujet de Alioune Gueye et Augustin Mandan. Des acteurs de l'audiovisuel qui passent au peigne fin leur secteur. Plusieurs points ont été abordés, notamment la transition numérique,
qui était au cœur des discussions. Aujourd'hui, nous avons utilisé le prétexte de ce séminaire pour discuter de la problématique de la transition dans toutes ses composantes économiques, sociétales et organisationnelles, et des mesures qu'on devrait prendre et mettre en œuvre pour nous permettre d'arriver à une concrétisation positive de nos engagements communautaires. Donc plusieurs questions ont été soulevées dans les différents panels, mais l'une des plus importantes s'articule autour du modèle économique qui va permettre de garantir la pérennité des activités des éditeurs de contenu et tous les changements que vont apporter la TNT dans leur quotidien en termes de gestion financière et administrative. Les présidents et directeurs de groupes de presse ont émis des préoccupations. Il devrait donner le meilleur exemple, parce que nous, quand on diffuse aujourd'hui en France, sur satellite, n'importe comment, le gouvernement français nous exige d'abord de donner la convention qu'on a signée avec l'État du Sénégal et donner les fréquences données par l'État du Sénégal. Ça, la RTP le sait. Et je ne comprends pas comment Canal peut venir donner le doute aux Sénégalais pour dire que bon voilà, ça fait partie de notre bouquet qui est là-bas. C'est Wolof. De 2015 à aujourd'hui, il n'y a pas encore de basculement effectif. C'est pour cela que j'ai estimé nécessaire d'interpeller et Excaf et l'État, représenté par TDS, pour qu'ils nous disent à quel moment précis ce basculement va être effectif. Au moment où je vous parle, effectivement, nous avons échangé pour faire le point et voir comment accélérer le processus. Excaf s'est engagé effectivement à basculer à partir de janvier 2020, mais bien entendu sous réserve d'un certain nombre de conditions que nous avons étudiées en rapport avec le ministère. Il faut que les gens aussi saisissent toutes les opportunités et nous, on est là pour permettre à chacun qui respecte les règles, on leur donne des autorisations pour qu'ils puissent diffuser. Selon l'autorité, la loi sur la publicité doit être revue pour adopter les nouvelles méthodes. Si je prends le cas de la publicité, la dernière loi date de 1983. C'est-à-dire complètement dépassée à tous les niveaux. Et donc, nous avons mis en place un comité pour réfléchir sur une nouvelle réglementation de la publicité. Le débat sur la transition numérique a encore réuni les acteurs de l'audiovisuel. Depuis l'annonce de l'extinction du signal analogique en 2015, les acteurs sont toujours dans l'expectative et attendent le basculement complet. L'inconnu fait toujours peur, mais le ministre de la Communication ne s'inquiète pas pour autant du nouveau monde qui est déjà là. Il pense dur comme fer que les algorithmes vont totalement métaboliser le paysage médiatique sénégalais. Selon lui, il était temps de sortir de l'ère de l'analogie pour entrer tout de suite dans le nouveau monde. On l'écoute toujours avec Alioune Gueye. Aujourd'hui, notre pays compte 17 chaînes de télévision publique-privée. Avec l'avènement de la numérique, ce nombre va forcément s'accroître et ouvrir la voie à une rude concurrence et une compétition. En effet, avec cette nouvelle révolution et les mutations qu'elle engendre, l'environnement technologique et la méthode d'exploitation des médias traditionnels vont beaucoup évoluer. La diffusion analogique, qui nécessitait une fréquence dédiée pour chaque radio ou chaque chaîne de télévision, va changer. Avec le numérique, on aura désormais la possibilité de diffuser par le même canal plusieurs chaînes. Et toutes ces chaînes seront captées partout sur l'ensemble du territoire national avec une meilleure qualité d'image et de son. La CEDEAO veut aussi des mutations et met en place les mécanismes pour harmoniser la réglementation pharmaceutique. À une encablure de la fin de ce projet, le comité de pilotage a fait le point sur l'état d'avancement de l'harmonisation de l'homologation des médicaments et des vaccins. C'est un sujet réalisé par Moustapha Gabar Diop et Séléman Diallo.
30% des médicaments en Afrique seraient des contrefaçons et près de 100 000 personnes meurent de ce fléau chaque année en Afrique subsaharienne. Pour mettre à la disposition des populations des médicaments de qualité et à moindre coût, les 15 pays de la CEDEAO se sont accordés sur de nouvelles règles pour homologuer les médicaments et les vaccins en Afrique. Il y a beaucoup d'avancées et tout ça vise à mettre à la disposition des 300 millions de populations de la sous-région de médicaments de bonne qualité fabriqués par des industries africaines. Donc c'est important de le dire et comme il l'a dit, c'est une avancée extraordinaire. Le fait de travailler avec 15 pays qui ont 3 langues différentes, de construire la confiance entre les autorités de réglementation pour pouvoir accéder à des médicaments de qualité. Ces nouvelles procédures devraient permettre de disposer de meilleurs outils pour combattre la propagation de faux médicaments. Parce que cette harmonisation cherche à amener tous les 15 pays à avoir des agences nationales de réglementation pharmaceutique autonomes, avec plus de pouvoir. Et dans ces agences, il y a une partie très importante qui est attribuée à la pénalisation du crime que constitue la vente illicite des faux médicaments. Et donc, quand on aura ces agences, on aura des actions conjointes de lutte contre les faux médicaments dans la sous-région. Et quand on est ensemble, on est meilleur. Même si ça roule difficilement, mais on est plus organisé pour lutter contre ces faux médicaments dans la sous-région. Pour la Banque mondiale, bailleur du projet à hauteur de 1 milliard de francs CFA, le projet ne pourra dissuader les gens d'acheter des faux médicaments sans sensibilisation. L'intervention la plus soutenable, c'est l'éducation des populations. Parce qu'il faut que tous on puisse comprendre et que tous les ménages, les chefs de ménage puissent comprendre que le médicament qu'on achète à l'hôpital, dans le cadre de l'initiative de Bamako pour le Sénégal par exemple, ou dans un centre de santé, ou dans une pharmacie, va être forcément différent d'un médicament qu'on prend à la boutique. En 2018, le marché mondial des faux médicaments était estimé à 200 milliards de dollars. La diplomatie, c'est l'art d'éviter la guerre et nous venons de recevoir un grand diplomate dans nos murs qui dit que les relations entre les États-Unis et le Sénégal sont multidimensionnelles. C'est un positionnement de l'ambassadeur d'Amérique au Sénégal qui a donc procédé ce lundi à une visite des locaux flambants neufs du groupe E-Media Invest. Son Excellence Mushungi n'est ni plus ni moins qu'impressionné par le sens du professionnalisme du groupe de presse. Nous l'écoutons au micro de Aïssata Ndiaye. Le pétrole et le gaz, c'est seulement un secteur. Et nous sommes dans notre relation, si vous cliquez sur notre site web, vous allez voir que nous sommes un peu partout. Nous sommes vraiment une relation pluridimensionnelle. Et quand vous voyez ce que nous faisons à l'ambassade, de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là à ITV pour essayer le côté média, le côté communication, mais nous sommes d'un peu partout. Pour vous citer seulement quelques grands exemples, vous connaissez le Compact, bien sûr, le Millennium Challenge Corporation Compact, MCC, un paquet de 550 millions de dollars pour le Compact, où le Sénégal va contribuer 50 millions de dollars, qui fait le total 600 millions de dollars dans l'énergie. Vous avez visité les locaux de médias, vos impressions? Oui, j'ai visité les locaux de votre média ici. Bon, c'est impressionnant. D'abord, c'est clean, c'est propre, c'est nouveau. Il y a de nouvelles machines, presque dernière génération. Non, je suis impressionné. Mais vraiment, pour moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité des gens que j'ai rencontrés. Les expériences qu'ils ont dans ce domaine, mais aussi comment tous travaillent ensemble, comme nous disons, Niofar. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il y a de nouvelles personnes, et c'est ce que nous sommes en train de pousser, c'est de construire ce pont entre les différentes générations. Haro sur le Bodé, on avait appris ça dans les livres. Haro également sur les réseaux sociaux, le dénigrement des nouvelles applications et des algorithmes devient de plus en plus une tendance mondiale. Il y en a même en 2019 des citoyens du monde qui les abordent totalement et voudraient les jeter à la poubelle. Mais les jugements équilibrés considèrent qu'il faille juste
rationaliser leur utilisation, car on doit à la vérité de dire que la technologie et l'intelligence artificielle ont facilité nos communications et amélioré nos vies. Avant de recevoir l'invité du lundi, on voit le dossier du jour. C'est un reportage de Tidiane Cissé. À la Silicon Valley, les créateurs des réseaux sociaux semblent regretter leur bébé. Certains d'entre eux trouvent qu'ils manipulent trop les cerveaux. Ce qui explique ce sentiment défavorable ou ce dédain à l'égard des réseaux sociaux, même de la part de ceux qui ont été à la base de la création de ces outils-là, c'est parce qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont débridés. L'usage qui a été pensé au début a été plus ou moins transformé, modifié. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on parle plus de marketing, on parle plus de fabrication massive de fake news. Ça devrait être un lieu de plaisir, un lieu d'information, un lieu de réseautage. Mais aujourd'hui, des forces obscures occupent cette plateforme pour nous amener à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Malgré tout, ces réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables dans la vie des personnes. Beaucoup pensent même qu'il est impossible de se passer de ces outils. Bon, j'avoue que moi, j'essaye de m'en séparer, mais je ne peux pas parce qu'il y a certaines personnes avec qui je communique, qui font partie de mon entourage, par exemple, qui vivent à l'étranger. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, je n'ai pas de nouvelles. Je crois que les réseaux sociaux, dans une certaine mesure, ont beaucoup modifié nos comportements. Un exemple simple, aujourd'hui, par exemple, on ne prend plus la peine de prendre du plaisir quand on voit les gens. Le premier réflexe, c'est de prendre son téléphone, d'entrer sur Snapchat et de filmer. Échapper aux dérives de ces réseaux sociaux n'est pas chose aisée. Chacun doit donc se ressaisir et prendre conscience de leurs méfaits. Moi, je pense qu'il faut, par moment, savoir se départir de ça, savoir s'éloigner de son téléphone, savoir s'éloigner de ces réseaux sociaux-là. Sinon, on devient trop dépendant. Regardez bien, il suffit qu'on vous ôte votre téléphone un moment, vous pensez à vos notifications tout de suite. Vous pensez à ce qui se fait sur le Facebook, ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, ça n'existait pas, on vivait bien. Hein? Mais aujourd'hui, il nous est presque impossible de quitter notre téléphone. Eux, ils sont prêts, par un système de conditionnement, à nous amener à l'atteinte de leur objectif. Nous, à notre niveau, nous devons savoir ce que nous voulons et pouvoir leur opposer aussi une utilisation judicieuse de ces plateformes-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont beaucoup modifié les comportements des personnes. Ils sont de plus en plus nombreux, les patrons de ces firmes qui ne s'en cachent plus. Les utilisateurs sont donc appelés à plus de prudence. Ce soir, nous recevons Muntaga Cissé. Il est formateur en nouveaux médias ainsi que consultant et s'intéresse à ce qui touche aux algorithmes. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, M. Gueye. Est-ce que vous pouvez nous définir rapidement ce que sont les nouveaux médias? Merci pour cette invitation. Les nouveaux médias, pour résumer, il faut d'abord penser aux médias. Les médias, c'est tout ce qui est support permettant de diffuser une information, que ce soit une information ludique ou de type classique. Les nouveaux médias, c'est tout ce qu'il y a comme support nouveau. On pense à l'Internet, aux réseaux sociaux, à la messagerie, aux plateformes de communication continue de type vidéo, par exemple, comme les YouTube, etc. Donc tout ceci donne ce nouveau terme qu'on appelle les nouveaux médias. Et on connaît davantage les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Effectivement. Qu'est-ce que cette notion-là englobe? Les réseaux sociaux font partie de ce qu'on appelle les médias sociaux. Les réseaux sociaux sont des outils pour discuter avec d'autres personnes dans ces outils-là, il faut un compte d'utilisateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je donne l'exemple de Facebook qui aujourd'hui regroupe plus de 2,5 milliards d'utilisateurs. Donc pour être sur Facebook, vous avez l'obligation d'avoir un compte, vous avez l'obligation de respecter un certain nombre de critères. Par exemple, l'âge, il faut avoir 13 ans si vous êtes aux États-Unis ou 16 ans si vous êtes dans le reste du monde, par exemple. Donc c'est interdit aux mineurs? C'est interdit aux mineurs, mais les mineurs quand même contournent ces interdictions en déclarant
qu'ils ont plus de 13 ans et ça leur permet justement d'accéder à ces plateformes. Très bien. Ces médias sociaux qui nous intéressent spécifiquement, sont-ils aujourd'hui, en fait, ils sont déjà un rouleau compresseur, sont-ils une menace pour ce qui s'agit de la presse classique, radio, télévision et presse papier? Alors, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que lorsque la radio était arrivée à la suite de la presse écrite, on avait pensé que c'était une menace. Après, quand il y a eu la télé également, on avait pensé que la télé allait être une menace pour la presse écrite et la radio. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, je pense que l'Internet ou les médias sociaux sont des relais supplémentaires pour les médias classiques. Si aujourd'hui, une plateforme médiatique comprend tout ce qu'il y a comme enjeu, tout ce qu'il y a comme opportunité pour les médias sociaux, il pourrait s'en saisir pour diffuser davantage ces informations. Il y a ce qu'on appelle la délinéarisation de l'information pour éviter que quelqu'un soit obligé de regarder un programme à une heure précise. Il peut passer par le canal média social des médias. Il y a une tendance actuellement dans le monde, et même en Californie, dans la Silicon Valley, une tendance qui veut qu'on les dénigre en parlant comme d'une sorte de poubelle ou de dépotoir d'ordures. J'imagine que pour vous c'est excessif, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité à votre avis? Effectivement, il y a une part de vérité. Il y a un terme anglais qui dit screen addict, les gens qui ont de l'addiction à l'écran. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre écran, que ce soit l'écran de téléphone, de la télé ou de l'ordinateur, c'est le premier objet que nous regardons dès qu'on se réveille. C'est le dernier objet généralement que l'on regarde avant de se coucher. Et cette addiction à l'écran peut avoir des effets néfastes même sur la santé mentale des individus. Ce qui fait que si dans certains États ou dans certains endroits du monde, on décide de diminuer un peu cette addiction, surtout pour les enfants, je pense que c'est une bonne chose, parce que quand même il y a l'aspect positif, il faut le reconnaître, mais aussi le fait de rester tout le temps dans les écrans peut avoir quand même des répercussions dangereuses même sur la santé mentale des individus. C'est ça. Et selon vous, quels sont les points de faiblesse concrètement que représentent ou que constituent les médias sociaux? Alors, nous commençons à perdre de plus en plus le contrôle dans les médias. Aujourd'hui, on dit même que si vous n'allez pas dans les médias sociaux, on va vous y amener à votre insu. Il suffit d'être dans la rue, que quelqu'un vous filme, qu'il vous mette sur Facebook par exemple. Là, même si vous décidez de ne pas vous connecter, quelqu'un vous y a déjà mis. Et maintenant, il y a aussi cette perte de contrôle de ces plateformes-là, parce que c'est des plateformes gérées par des multinationales et qui parfois sont beaucoup plus puissantes que certains États. Et ce qui fait que même par exemple, l'Union européenne qui a décidé de sanctionner des entreprises comme Google à des millions d'euros d'amende et que ça traîne parce que tout simplement ces entreprises-là sont très puissantes. La deuxième chose, c'est la manipulation, la désinformation. Vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays dans le monde, grâce à des élections, les médias sociaux ont participé à la diffusion de ce qu'on appelle de la manipulation, de la désinformation pour pousser les gens à prendre des décisions politiques, électorales, qui sont à l'encontre même de leurs besoins réels, parce que tout simplement, on les a poussés justement à regarder une information qui ne devrait pas être le cas s'il s'agissait de la vraie information. On peut ajouter aussi comme point de force pour ces médias sociaux, c'est qu'avec pendant les printemps arabes, ils ont permis au peuple de se débarrasser en quelque sorte de régimes dit autoritaire. Et même au-delà du printemps arabe, récemment au Liban, par exemple, il a fallu qu'il y ait une hausse sur une plateforme social média pour que les citoyens sortent dans la rue, ce qui a eu pour conséquence même la démission du Premier ministre. Il y a beaucoup d'avantages dans les médias sociaux. Par exemple, aujourd'hui, une plateforme comme WhatsApp permet à tout un chacun, lorsqu'il est connecté, de pouvoir communiquer avec sa famille, avec ses parents, avec tout le monde. Et aussi, ça permet de faciliter les e-commerce. Aujourd'hui, les gens peuvent vendre des produits à travers ces médias sociaux. Et même pour les médias aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, les médias aujourd'hui s'appuient des médias sociaux pour pouvoir véhiculer un certain type d'information pour que ça soit plus accessible à une certaine audience. C'est ça. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'éducation,
et de sensibilisation, nos États qui sont actuellement en construction devraient faire à l'endroit de la jeunesse notamment? Je pense que l'État a un rôle très grand à jouer dans ce domaine. Il est vrai que les technologies aujourd'hui dépassent la régulation, dépassent les décisions juridiques pour l'organisation même de ce secteur. Je donne l'exemple du Sénégal, nous avons pas mal de lois. Nous avons par exemple la loi sur les données à caractère personnel qui est d'ailleurs en train d'être révisée, qui date de 2008. Et ce qui fait que l'État ne doit pas rester les bras croisés. L'État devrait pousser justement, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les médias, devrait pousser en tout cas les citoyens à mieux comprendre les enjeux, à mieux éviter tout ce qu'il y a comme dérive, parce que quand même, vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de dérives. Parfois, les gens ne savent pas que tout simplement ce qu'ils diffusent sur Internet est contraire à la loi, à la régulation, ce qui fait que si l'État prend les devants par rapport à cela, ça pourrait avoir des conséquences plus positives, je dirais, pour l'utilisation même des individus. C'est ça, au Sénégal, on a déjà commencé à réguler l'Internet. Est-ce que cette régulation-là va dans le bon sens? Alors, il y a les deux côtés, hein, le côté positif et le côté négatif. Il est vrai qu'une régulation, si elle est de trop, elle peut devenir une censure de l'accès à Internet. Dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, à l'approche ou pendant les élections, il y a les réseaux sociaux ou l'Internet qui est carrément bloqué. Ce qui fait que l'État doit jouer sa partition, mais de façon équilibrée, de concertation avec les acteurs du secteur, avec les citoyens. On peut réguler le secteur en mettant des garde-fous, mais en laissant quand même le soin à chaque individu de pouvoir communiquer librement en respectant bien sûr la loi sur Internet. C'est ça, une toute dernière question. On communique sur les réseaux matin, midi et soir en y laissant beaucoup d'entre de nos données. Est-ce que vous savez comment finissent ces données et quelle utilisation on en fait? Aujourd'hui, on dit que les données ont plus de valeur même que le pétrole. Par exemple, une plateforme comme Facebook, d'après certaines enquêtes, même reconnues par Facebook, Facebook peut avoir jusqu'à 5000 informations sur un individu, 5000 informations différentes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas maîtriser 5000 informations nous concernant. Ces données sont dans ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire les nuages dans des data centers qui sont généralement hors d'Afrique, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Et malheureusement, si une personne meurt, ces données-là sont gardées par Facebook. D'ailleurs, même dans les politiques de gestion de Facebook, quand vous vous inscrivez, vous acceptez que ces plateformes-là aient un contrôle sur vos données et qu'ils puissent les utiliser pour faire de la publicité. Ce qui fait que la meilleure façon de se protéger, ce n'est pas de quitter ces réseaux-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut presque plus les quitter, mais de savoir ce qu'on y met. Dès qu'on allume le téléphone, dès qu'on allume l'ordinateur, on commence à laisser des traces, notre géolocalisation, la photo et tout ça. Le temps est terminé. Et quelle est, au-delà de Facebook, l'application la plus utilisée aujourd'hui? Au Sénégal, l'application la plus utilisée, c'est WhatsApp. Dans le monde aussi? Dans le monde, c'est Facebook avec 2,5 milliards d'utilisateurs, suivi de YouTube qui génère plus d'1 milliard de connexions, de personnes qui regardent les vidéos sur Internet. Merci beaucoup, M. Smoutaga Cissé, d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Merci. Voilà, je vous remercie toutes et tous. ITV est au cœur, bien sûr, de tout ce qui vous touche. Une édition spéciale vous sera proposée ce soir sur la problématique de l'eau et de l'électricité avec aux commandes Mamadou Ibra Kane. Bonsoir.